L'IA est en train de changer notre monde, de décupler nos capacités. Tous les pays, tous les grands acteurs de la tech, tous les VC investissent massivement dans ce domaine. Les offres pullulent. Et force est de constater que techniquement, nous sommes très loin de l'IA vraiment généraliste qui sache tout faire. Certes, OpenAI est impressionnant, mais pour piloter une voiture ou coordonner un entrepôt, il faut se tourner vers des IA spécialisées. Mais alors, comment choisir la bonne IA ? Faut-il créer des connecteurs spécifiques ? Et surtout, à quoi ressemblera notre monde quand ces IA sauront enfin communiquer entre elles ? Pour répondre à ces questions artificielles, je ne reçois pas Deep Thought, mais il s'y connaît en réponse à... Bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Taha, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Très bien. Avec plaisir. Je m'appelle Taha. Je suis le CEO d'une société qui s'appelle Eden.ai, ou Eden AI pour la version la plus anglaise. On passe notre journée chez Eden.ai à regarder toutes les IA disponibles via API, plutôt. Ouais. Donc ce qu'on a appelé les AI API. Et puis essayer de les organiser, de les standardiser sur une seule plateforme qui du coup s'appelle Eden.ai. C'est quoi l'objectif derrière pour toi ? En fait, c'est de permettre à n'importe quel dev d'adresser toutes les IA de la même façon, même si on imagine que c'est pas la même... Non. Alors, l'objectif pour nous, c'est vraiment de simplifier l'utilisation de ce type de moteur. Alors effectivement, il y a les OpenAI, il y a des choses un peu... des solutions, on va dire, un peu... qui semblent un peu magiques. Ouais. Mais dans la vraie vie, l'IA, ça reste pour le moment des tâches assez simples. Il se trouve que sur le marché, tu vas retrouver des dizaines, voire littéralement des centaines de fournisseurs d'API qui sont capables de traiter des données avec des modèles d'IA derrière. Nous, on va aider nos utilisateurs, de un, à y voir plus clair, se rendre compte de la multitude de solutions qui existent, et puis derrière, de les utiliser via notre standard, notre passerelle, qui leur permet d'utiliser plusieurs en même temps, switcher quand ils le veulent, suivant les catégories d'IA qu'on a agrégées. De la reconnaissance vocale, qui est une des technologies d'IA qui va notamment permettre certainement à générer des sous-titres pour la vidéo qui sera issue de ce podcast. De la traduction automatique aussi, certainement qu'on pourra traduire ces sous-titres. De la reconnaissance d'images, parser des documents, voir ce qu'il y a dedans, analyser le contenu d'un texte. Donc tout ça, c'est faisable par des IA qui sont disponibles via API. Et nous, on essaie d'organiser tout ça dans une seule plateforme et un seul standard. Alors, je dois quand même préciser que le speech-to-text, faire des sous-titres sur les vidéos, notamment du podcast, ça marche, mais pas ouf. Notamment parce qu'en fait, on est quand même sur un podcast très tech. Oui. Y a beaucoup d'anglicismes, il y a des termes parfois techniques qui sont un petit peu obscurs. Et donc, on est obligé de repasser sur les épisodes. Et donc, j'avoue, c'est assez peu moi qui le fais. C'est surtout Nadia, ma productrice, qui s'en occupe. Et qui se retrouve parfois obligée de faire des recherches assez longues parce que c'est des termes parfois très techniques, parfois assez lourds. Et c'est vrai que c'est pas forcément son domaine à la base, mais elle arrive à nous faire des sous-titres d'excellente qualité. Et on voit du coup des épisodes, tous les extraits qu'on a aujourd'hui sont pré-sous-titrés, on va dire, par une IA, mais tu as quand même un humain derrière qui vient corriger l'ensemble. Dans ce que tu disais, ouais, effectivement, sur ce spectre d'IA, on a quand même aujourd'hui, tu as un peu l'impression qu'il y a... Tu vois, en fait, quand tu creuses, je vais réussir à formuler ma question. Quand tu creuses, on réalise que tu as plein d'IA qu'on perçoit même plus, en fait, tellement elles sont rentrées dans le quotidien. Tu vois, effectivement, les trucs de speech-to-text qui sont assez ouf, les trucs de traduction qui sont aussi des trucs qu'on en trouve aussi beaucoup partout. En fait, tu as quand même des systèmes d'IA assez étoffés derrière. T'en as d'autres comme ça en tête, des trucs d'IA en fait, qu'on utilise tous les jours sans percevoir que c'est vraiment une IA derrière ?
Effectivement, là, tu as le parsing de documents. Tu vois, si, je sais pas, pour les indépendants, etc., maintenant, on a pris l'habitude de prendre une petite photo de sa note de frais, et puis tiens, d'un coup, les informations sont extraites. Donc, c'est de l'OCR, et puis couplé à du traitement de la langue. Mais ça rentré effectivement dans... Alors, peut-être un peu moins que les sous-titres vidéo, mais ça rentre un peu dans le quotidien. Pour l'analyse d'image, c'est un peu plus compliqué. Ça va être, tu vas compter sur Google Photos et qu'il va rapidement taguer des images, c'est-à-dire tiens, je t'ai organisé des photos où il y a des visages, où il y a tel événement, etc. Bah, ça, c'est de l'analyse d'images. Et puis pour l'analyse de texte, ça va être surtout dans le traitement des emails, des choses comme ça. Ouais. Mais effectivement, en tant qu'utilisateur final, on a tendance à ne plus trop s'en rendre compte et toutes ces petites briques d'IA deviennent une sorte de commodité et où on est assez mature en fait en termes de performance et puis d'usage chez les développeurs. J'attends. J'ai un problème de vidéo, je crois. Non, si, c'est bon. Dites-nous en commentaire si vous avez une IA que vous utilisez régulièrement et vous avez complètement oublié que c'était une IA derrière qui va carrément rentrer dans votre... on pourra voir du coup avec Ta si c'est une IA qu'il a implémentée dans OpenAI ou pas. Du coup, dans cet éventail que vous proposez, tu vois ça que je parlais tout à l'heure de l'exemple des IA de traduction. Il y en a plein qui existent aujourd'hui, il y a plein de services. L'objectif avec OpenAI, c'est quoi? C'est de pouvoir les mettre en concurrence, de pouvoir se dire en fait j'utilise OpenAI et vous dispatchez vous-même entre les autres et pour moi c'est transparent, je sais même pas qu'est-ce que vous faites appel. Tu vois, c'est quoi si on prend ce besoin spécifique de la traduction? Si on prend la traduction, c'est un bon exemple déjà. Ce qui est bien avec la traduction, c'est que effectivement il y a plusieurs moteurs. Donc concrètement, on parle de quoi? On parle de ceux des Google, Amazon, Microsoft, IBM, DeepL qui est un acteur aussi européen. Et puis aussi, tu as des fournisseurs qu'on connaît un peu moins, les Alibaba Cloud, etc. Normalement, tous les auditeurs du podcast connaissent Sistran. Qui a sponsorisé FTTD pendant un mois ou deux, je crois, de souvenirs. Dans 2022, donc gros acteur de la traduction aussi. On salue l'équipe de Sistran avec qui on a pu déjà, on a commencé à échanger pour rendre effectivement leur moteur disponible sur OpenAI. C'est pas encore le cas, mais ça va venir. Voilà, donc sur ces multitudes de moteurs, déjà, il se trouve qu'ils ne sont pas tous positionnés sur la même langue. Donc déjà, ne serait-ce que sur une seule plateforme, voir que je peux traduire du népalais à l'allemand, je prends l'exemple au hasard, et ben il se trouve que peut-être pas tous les moteurs le feront. Ça permet un peu d'y voir plus clairement. Et puis, si on parle de cette notion de langue, on peut aller même finement. Des fois, tu peux avoir des variantes de langue. Tu peux avoir l'anglais américain, l'anglais canadien. Et là, pour le coup, on ne s'en sort plus. Déjà, l'intérêt là-dessus, c'est d'y voir clairement. Puis derrière, il y a une notion qui est importante, qui est le coût, en fait. Tout simplement, c'est bête, hein, mais souvent, c'est des traitements qui se font au caractère, enfin, aux millions de caractères. Donc nous, ce qu'on affiche, c'est dire, ok, si tu as 1 million de caractères à traduire par mois, voilà combien ça va te coûter chez Google, voilà combien ça va te coûter chez tel ou tel fournisseur. Et puis aussi voir directement sur des jeux de test, quelles sont les traductions que tu peux avoir. Le problème de la traduction, par contre, qu'on a nous, c'est que c'est très compliqué de jauger d'une traduction. C'est difficile de dire, tiens, tel moteur a mieux traduit qu'un autre. Si ce n'est à prendre un panel d'êtres humains et dire mets-moi une note sur sa traduction. Mais voilà, on permet déjà de voir sur des exemples comment on peut faire. Puis derrière, en production, si on se dit pour telle paire de langues, je vais utiliser plutôt tel moteur, pour telle paire de langues, je vais utiliser tel moteur. Et OpenAI va permettre de dispatcher pour le moment suivant le souhait de l'utilisateur les traductions à faire suivant les différents fournisseurs. L'étape d'après, effectivement que tu citais, mais qu'on n'a pas encore, c'est de dire, ok, on a noté que pour telle paire de langues, les utilisateurs ont plutôt tendance à utiliser ce fournisseur et le recommander à l'utilisateur. En aucun cas, on va aller recommander un moteur sans l'autorisation sans le choix, en tout cas sans en avertir l'utilisateur. Et puis il y a aussi, ne serait-ce que par rapport aux fournisseurs à qui qu'on embarque avec nous, ça va être compliqué pour eux de dire tiens, on a recommandé vers tel moteur. Faut qu'on reste transparent là-dessus. Oui, donc il n'y a pas encore une IA de votre côté qui décide quelle IA appeler. Pas encore, mais on y réfléchit. Ce qu'on a fait pour ceux qui iront sur la plateforme,
on a commencé à mettre en place un système où vous pouvez noter en fait le retour de tel ou tel fournisseur. C'est une information qu'on garde et qui nous permettra un jour justement de créer cette sorte d'IA de recommandation. C'est plutôt un système de recommandation suivant les données d'entrée de l'utilisateur. Sur la traduction, moi j'ai découvert aussi qu'il y a, notamment grâce à Systran, qu'il y a t'as des spécificités, c'est-à-dire qu'ils ont des modèles d'une langue vers une autre en fonction aussi de la thématique que tu veux traiter. Parce qu'en fait, c'est vrai que, tu vois, je prenais l'exemple des sous-titres de ce podcast. C'est vrai que l'environnement technique, tu as un langage qui est particulier. Dans la tech, c'est pas, effectivement, c'est pas la même chose. Et ça, c'est le cas sur beaucoup d'IA, des spécificités comme ça, par métier ou par zone géographique. Oui. Tu peux l'avoir aussi en retranscription d'audio. Donc, tu n'auras pas la même qualité d'audio, par exemple, pour sous-titrer des vidéos ou pour un centre d'appel, où on s'attend à avoir plutôt du bruit et puis plusieurs personnes qui parlent. C'est un exemple. Donc, on peut avoir, au-delà de la langue, des modèles dédiés à certains types. Et du coup, dans le travail de standardisation qu'on fait, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi pouvoir inclure dans la standardisation. Ouais. Et du coup, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment sur ces modèles de traduction, il y a un coût qui est associé en millions de caractères. Est-ce que vous transposez ce coût ou il faut que les gens aient leur compte Google Trad ou Amazon Trad de leur côté et vous prenez juste la clé? Alors, on a deux offres. Une première offre, on va dire, pour les petits volumes, où en fait, on se positionne comme revendeur. Okay. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'aller créer des comptes de partout. On va dire, nous, il y a deux propositions de valeur. Il y a la proposition de valeur très technique, dont je parlais tout à l'heure. Puis on s'est rendu compte, c'est là où c'est bizarre, c'est peut-être notre biais très développeur, très ingénieur, c'est qu'il y a plein d'utilisateurs qui disent, déjà, ne serait-ce que ne pas avoir à créer des comptes de partout, c'est plutôt chouette. Parfois, alors pour ceux qui ont déjà travaillé sur du AWS, sur du Google, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir la bonne clé et puis de tout bien paramétrer. Par contre, pour des usages un peu plus grands, ou des fois des entreprises qui ont déjà un super deal avec Google ou Microsoft ou Amazon ou autre, qui nous disent, bon les gars, ce serait pas mal qu'on puisse continuer à profiter de leur prix. Là, effectivement, tu peux mettre ta clé d'API sur Edenai. Ok. Alors moi, depuis quelques jours, je suis complètement tombé dans le chat d'OpenAI, qui est absolument gueudin, qui maintenant m'écrit mes articles pour mon podcast, qui me préécrit les tweets et autres que je partage sur les différents réseaux. Je l'ai utilisé, j'ai fait une démo tout à l'heure à un ensemble de collègues sur tout ce qu'on peut faire avec. Je fais des collègues à plein de gens, des démos à plein de gens. Je trouve que c'est absolument ouf. Alors peut-être que je suis trop je confirme, c'est ouf. Est-ce qu'ils ont un peu plié le game sur ce volet-là en tout cas? Parce que tu vois, il peut faire la traduction du français vers du JavaScript en plus, c'est quand même assez ouf. Alors ça, c'est particulier comme traduction, mais alors sur la partie des IA génératives de manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont capables de générer soit de l'image avec DALL-E ou du texte. Nous, on réfléchit un petit peu à avoir une catégorie sur Edenai pour les IA génératives. La question que je me pose, et qu'on se pose en fait, c'est ok, c'est chouette pour, on va dire, faire des choses rigolotes, mais en tant que développeur, à quel moment tu vas pouvoir vraiment intégrer ça? Donc nous, on attend un peu juste de voir vraiment les usages sur une application. Voilà. Donc on se pose un peu cette question-là. Après, effectivement, en termes de performance, on est vraiment curieux de voir ce que va faire la concurrence. Sur la partie NLP, tu as des sociétés, tu as Cohere, qui n'est pas très connue, qui est une boîte canadienne, qui se positionne en concurrent d'OpenAI. Donc nous, dès qu'on aura standardisé l'API, on sera ravis de faire un peu des battles entre des IA génératives d'OpenAI, etc. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'ils ont amplié le game? On ne sait pas encore. Nous, on a un peu cette position d'être assez agnostique. Vraiment regarder par rapport à la concurrence. Et puis aussi de voir un usage réel et en production de ce type de solutions qu'on va avoir. C'est vrai que sur Edenai, on est beaucoup plus sur parser des factures, parser des CV. C'est beaucoup moins sexy que générer un poème avec un synopsis de film ou que sais-je. Mais on va regarder ça attentivement. Ouais. Quand tu parlais de la partie technique sur les IA génératives, tu parles de la génération de code direct ou l'usage pour les développeurs ou comment est-ce que les développeurs peuvent interagir avec? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est... Alors,
Sur la partie génération de code, ça, on l'a testé. Nous, on a demandé à OpenAI, est-ce que tu pourrais utiliser notre API de traduction, et puis effectivement, le code qui sort, il est à peu près bien, mais ça marche plutôt bien. Moi, c'est plutôt, je suis développeur, j'ai besoin d'intégrer une API d'OpenAI dans une application qui va faire des requêtes sur leur service. C'est là où on essaie un peu de voir quels vont être les vrais usages qui vont faire que tu vas avoir du volume sur une vraie app. Voilà. D'autant que pour le moment c'est gratuit, mais il y a de fortes chances que assez vite ça devienne payant vu le volume qu'ils traitent aujourd'hui. C'est une super question parce que c'est des services qui peuvent être coûteux, et puis alors eux c'est des serveurs Azure, donc je ne sais pas quelle est leur facture sur l'inférence par tous les même millions d'utilisateurs, qui va faire que peut-être que ce sera top, mais trop cher. Ouais. Donc peut-être pas utilisable dans la vraie vie. J'ai vu quelqu'un qui faisait une estimation l'autre jour. Il estime que OpenAI il crame 3 millions de dollars par jour, qu'une requête coûte à peu près 0,0003 dollars, et que du coup, vu le volume qu'il traite, ça fait environ 3 millions de dollars cramés par jour. Tout ça, il va falloir monétiser un moment. Il y a un moment où il va falloir trouver de l'argent. Aujourd'hui, est-ce que du coup, il y a aussi une volonté de baisser la barrière à l'entrée dans l'usage de l'IA pour OpenAI ? Complètement. En fait, alors, on s'est rendu compte d'un truc. C'est qu'on a lancé le service il y a à peu près 1 an, et puis on a commencé à avoir vraiment une vague d'utilisateurs, je dirais, sur Mars, ce qui correspondait à peu près au moment où on a lancé notre première levée de fonds. Et puis là, on a vu qu'on avait une vague d'utilisateurs qui n'étaient même pas développeurs, qui étaient no-codeurs. Okay. Et puis on a fait une stat sur les 3 derniers mois, donc en termes d'inscrits. Donc nous, ce qu'on demande à un utilisateur, c'est quel langage de programmation vous êtes le plus à l'aise avec. Nous, derrière, ça nous permet de mettre un peu plus le focus sur les codes snippets qui vont bien, parce que plutôt du Python, et puis même des SDK derrière. Et en fait, nous, le deuxième langage de programmation, c'est du no-code. Donc c'est même pas un langage de programmation. Pourquoi ? Parce que nos utilisateurs qui prennent notre API, qui vont la mettre dans du Zapier, du Make, voire même du Bubble, enfin voilà. Et donc, notre tagline qui est toujours d'ailleurs sur le site, c'est AI made easy for developers. On est en train de dire, en fait, on peut aller même encore plus haut niveau plutôt que des développeurs, et voire même aller adresser des no-codeurs. Donc, tous ceux qui, au final, sont amenés à produire un outil ou un produit digital, que ce soit avec du code ou pas. Ouais. Alors, les auditeurs du podcast savent que quand tu as commencé à prononcer no-code, j'ai les yeux qui ont commencé à briller, parce que je suis un fervent défenseur du no-code. Et du coup, j'en profite pour saluer Benjamin, qui est chez Mec, qui a fait un épisode du podcast FTTD, et c'est lui qui nous a mis en relation. Et c'est comme ça qu'effectivement cet épisode qui est a vu le jour. Oui, complètement, je suis complètement d'accord. Sur cette partie, du coup, j'y pense suite à un message d'Hassan dans le chat. Aujourd'hui, il y a des IA, je prends le cas de Systran par exemple. Un de leurs arguments marketing, c'est de dire qu'ils ne stockent pas les informations qui transitent sur leur service, que du coup, tu gardes la propriété, ce qui est moins le cas d'un Google, on le sait, de manière assez classique. Est-ce que vous, ça fait partie aussi de votre argumentaire de dire que tout ce qui passe chez vous, en fait, disparaît à l'instant où c'est envoyé ? Nous, il y a deux composantes. Il y a Edenai, puis les fournisseurs avec qui on travaille. Sur Edenai, nous, on a une gateway. C'est-à-dire que ça passe, ça transite, ça part. Donc, on ne stocke rien du tout. Par contre, on se connecte avec différents fournisseurs et chacun a leur politique sur la gestion des données. Il se trouve que, tu parlais de Google, par exemple, ils sont disponibles sur Edenai. Nous, on va communiquer ce que disent en tout cas les fournisseurs. Souvent, c'est une durée de stockage d'à peu près 1 mois et après, les données sont supprimées, etc. Mais on n'est pas garant de ce qu'ils font exactement. Qui fait aussi que du coup, on peut avoir des utilisateurs qui, à tort, à raison, ça on ne sait pas, je ne sais pas si on le saura, vont dire non, moi les solutions cloud de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où un Systran qui peut avoir un déploiement sur tes propres serveurs peut être intéressant. Ok. Tu disais tout à l'heure le no-code, vous avez beaucoup de no-codeurs qui utilisent Edenai. Est-ce que du coup, parce que tu vois, j'imagine que tu as quand même un ensemble de configurations, peut-être de setup à faire sur ton compte Edenai
avant d'utiliser tel ou tel service, ou de savoir quel service utiliser en fonction de ce que tu veux faire. Je prends avec mon expérience de mec, j'imagine que j'ai un petit module mec que je plug dans mon scénario. Je choisis du coup le service que je veux utiliser. Du coup, tu n'as pas d'aide au choix dans ce module-là. Ça, je le retrouve après sur le site d'Edenai. Alors, ce que tu vas retrouver du coup, effectivement, on a notre intégration Make, et puis là, on va bientôt publier, enfin non, c'est déjà live, on a plusieurs templates qu'on a publiés avec Make qui expliquent comment utiliser différents modules certains modules de Edenai. Donc, tu vas avoir le module Edenai avec les quelques tâches que tu peux faire, donc traduire, retranscrire, analyser ce qu'il y a sur l'image. Et dedans, tu vas donc récupérer ta clé d'API Edenai. Là, il faut faire un petit saut chez nous. Et derrière, en fait, les différents fournisseurs qu'on agrège, tu as un petit menu déroulant. Et tu peux tester avec ceux qu'il y a. Donc, tu peux soit rouler ton scénario en changeant ou en regardant ce qui marche, ou sinon, tu peux rebasculer sur Edenai. On a sur notre application, tu peux faire un live testing. Donc, juste qui te permet de dire, OK, toujours en no-code, tu n'as pas besoin de coder quoi que ce soit. Tu vas voir, supposons que tu veux faire l'analyse de la face detection, donc ce qui te permet de reconnaître des visages avec une estimation de l'âge, etc. Tu peux aller sur Edenai, faire quelques tests, puis revenir sur Make et dire bon, bah, maintenant je vais paramétrer ce fournisseur. Demain, tu veux changer parce que les prix ne te conviennent plus ou parce que les performances ont changé, tu peux le faire aussi. Ok. Et donc sur cette interface, à quel point je suis obligé de modifier tu vois, quand je prends un service de traduction chez Google, demain je veux passer sur Amazon. Bon, bah, moi, forcément, en tant que dev, ça me fait beaucoup de changements parce que je dois changer de compte. À quel point est-ce que c'est transparent quand j'utilise Edenai, tu vois, c'est vraiment je shoot les mêmes infos et c'est vous qui vous assurez de... Rien du tout. Je veux dire, si tu es codeur, supposons que tu fais du Python, tu as fait un call sur notre API, tu changes littéralement, tu vas dans le paramètre. Nous, comment ça se présente? Tu as une API de traduction avec un nouveau paramètre qui est le provider. Donc, si tu étais sur Google, c'est provider égale Google. Du jour au lendemain, tu veux changer à Amazon, tu supprimes donc les 6 caractères de Google et tu mets Amazon à la place. Et tu as switché directement. Donc, tu n'as pas besoin de aller te taper la documentation du nouveau fournisseur, changer, etc. C'est un peu l'intérêt aussi de la standardisation qu'on opère. Mais à quel point les informations nécessaires pour un provider se retrouvent sur un autre. Enfin, tu vois, j'imagine qu'il y a peut-être un moment où, en choisissant de passer, par exemple, peut-être sur Sistran, il y a un champ en plus que je dois utiliser, que je n'ai pas forcément et que du coup, je dois... Ouais, c'est une bonne question. C'est finalement sur la standardisation qu'on est en train de faire. Effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scrute vraiment API par API. Donc, on va vraiment dans le détail de chaque API, tous les champs. Il y en a qui sont vraiment très... voilà, tu as beaucoup de paramètres. Et on regarde, on fait un mapping. On regarde, ce champ-là. Je vais donner un exemple concret. On va changer de techno, on va parler de text-to-speech. Donc, tu as du texte, ça génère une voix. Ils ont pratiquement tous les fournisseurs, ils vont dire, est-ce que c'est une voix féminine ou masculine? Puis bien sûr, tu as la langue dans laquelle ça va exprimer. Et puis on a regardé, on a vu qu'il y en avait qui... Tu pouvais choisir un accent. Par exemple, l'accent américain, mais plutôt new-yorkais, plutôt voilà. Et ce champ-là, il se trouve qu'il n'y a que quelques fournisseurs qui le proposent. Nous, l'idée, c'est qu'on essaie quand c'est un champ qui est commun, on va bien sûr le présenter pour tout le monde, y compris des fois où ça peut faire un call avec un fournisseur qui va juste pas prendre en considération ce champ-là. Ouais. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais notre stratégie, c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible et de n'exclure que des champs où on se dit, on ne sait pas trop à quoi ça sert, il n'y a que ce fournisseur-là qui est exotique qui le propose. Donc du coup, tu essayes plutôt d'inclure trop de champs, quitte à les ignorer sur certains appels. Ouais, c'est plutôt... Comme ça, le jour où que la personne switch sur le service qui en utilise de plus, au moins t'es couvert, c'est ça? Exactement. Okay. Et on essaie quand même de se forger une petite conviction. Si c'est un fournisseur qui a mis un champ, et des fois on échange avec eux, c'est ça l'intérêt. Alors c'est un peu compliqué avec les très gros fournisseurs, mais si c'est des fournisseurs à qui on discute bien, on va discuter avec eux. Il se trouve que maintenant il y a même des fournisseurs qui vont nous dire tiens, j'ai ajouté ce champ là.
est-ce que ce serait pas mal si vous l'ajoutiez sur la prochaine version, etc. Et donc j'imagine, avec la question est sûrement peut-être naïve, mais j'imagine que vous reformatez aussi ce qui ressort d'une API pour que tu aies tout le temps le même format. Bien sûr, la standardisation c'est en entrée en sortie. Bien sûr. Du coup, est-ce que ça veut pas dire que... Attends, j'essaie de retrouver dans quel sens c'était ma question. Il y a au final une... j'arrive pas à retrouver ma question. Alors, j'en avais une autre en stock. Comment est-ce que tu fais, du coup, toi, aujourd'hui, pour provisionner? Parce que on sait qu'un Google Translate, il y a quand même beaucoup d'appels qui sont faits. OpenAI, Systran, tous les services qu'on peut imaginer. Donc, ça fait quand même beaucoup d'appels qui forcément transitent par chez toi. Comment est-ce que toi, tu fais pour provisionner cette charge? On discute. Ça nous est arrivé. Dès que ça monte, on envoie un petit mail, comme tout le monde. Coucou, voilà. Il y a le volume de call augmente. Est-ce que vous pourriez nous augmenter? Ça se passe... parce que concrètement, d'un point de vue fournisseur, on est juste finalement un client qui va juste demander à plus consommer. Donc, assez logiquement, on va dire ok, on y va. Donc, on n'a jamais eu ce problème, on va dire, de limitation en termes de call. Mais moi, je parlais surtout pour toi et d'OpenAI. Sur ton provisioning de serveur, comment tu gères ta bande passante. Ça doit quand même, ça peut assez vite représenter beaucoup de choses. Oui. Alors là-dessus, c'est surtout mon associé Samy qui est CTO qui s'arrache les cheveux là-dessus. Mais on a un autoscaling, voilà, donc on s'adapte. On est sur une infra AWS qui marche plutôt bien. Voilà. Donc, on s'adapte par rapport à la charge qu'on a nos utilisateurs. Ouais. Est-ce que du coup, quand tu ajoutes tous ces champs qui ne sont pas nécessaires sur certains appels, est-ce que tu n'ajoutes pas du coup une complexité pour certains appels là où j'imagine que tu vas l'enlever pour d'autres, mais tu vois, tu ajoutes quand même une complexité Pas tant que ça, parce que... Alors, juste pour bien avoir en tête, c'est que nous, on agrège des services qui, globalement, sont assez similaires. Tu as de la traduction, tu vas avoir éventuellement quelques champs spécifiques. On parle de quelques champs à chaque fois. La retranscription, donc on ajoute un peu de complexité, mais qui reste globalement très limité. On n'agrège pas des moteurs qui n'ont... Alors, effectivement, ils n'ont pas forcément la même formulation, mais qui sont assez concurrents. Alors, le cas vous est peut-être pas déjà arrivé. J'ai retrouvé ma question entre-temps. Le cas vous est peut-être pas déjà arrivé, mais tu vois, comme tu essayes de formater l'entrée et la sortie pour que ça matche avec tous tes fournisseurs d'IA, tu n'es pas à l'abri demain d'avoir un nouvel acteur qui arrive sur un secteur qui a un service de gueudin, qui te fait une offre complètement ouf, mais qui te nécessite d'avoir un format de sortie ou un format d'entrée qui est différent et qui du coup t'oblige en fait à modifier toi ton appel pour tous les autres, et du coup tu te retrouves à avoir à diffuser un breaking change. Tu vois, je sais pas, demain on a OpenAI qui fait une API de traduction qui est top, mais qui te fait un schéma de sortie qui est très différent du tien, qui du coup t'oblige en fait à changer ton format de sortie. Du coup, toi, est-ce que t'es du coup obligé de répliquer ça sur tous les trucs de traduction, et du coup même quelqu'un qui utilise depuis Systran depuis 3 ans, il est obligé de changer son appel parce que ton API à toi elle a dû changer à cause de ce nouvel acteur? Alors, tu peux avoir des bons acteurs, mais ça va rarement être sur des champs... la performance d'un moteur, c'est surtout ce qui traduit bien. Donc, si on prend l'exemple de la traduction, tu as le texte à traduire, langue d'entrée, langue de sortie. Je vois la théorie, mais en pratique, je vois pas trop comment ça pourrait se faire. Alors, qui par exemple qui réclame un nouveau champ? Par exemple, tu vois, je prends un autre type d'IA, des détecteurs d'entités. Oui. Dans du texte, tu veux dire? Ouais, dans du texte. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, j'en ai utilisé il y a longtemps un détecteur d'entité, c'est que tu lui donnes un texte, il est capable de te dire, ça c'est une ville, ça c'est un auteur, ces infos sont tel endroit sur Wikipédia, cette ville est dans tel pays. Enfin, tu vois, il te retrouve des éléments importants dans un texte. Aujourd'hui, j'imagine que tu as un format plus ou moins standard que certains peuvent te faire. Je sais pas, imagine demain, tu as une nouvelle IA qui sort, qui cartonne sur le marché, et eux, quand ils te sortent une entité,
tu as une liste qui est formatée d'une manière très différente de la liste que toi, tu as l'habitude d'avoir, avec, je sais pas, peut-être que du contenu vidéo, enfin, tu vois, un truc qui est vraiment très spécifique. Tu vois, comment est-ce que toi, tu gères ce fait que tu as un nouvel acteur que tu as besoin d'intégrer parce qu'il cartonne sur le marché et que c'est important pour toi de l'avoir, tu vois, comme une grande distribution qui a besoin d'avoir du Coca-Cola dans ses rayons. Comment tu gères, du coup, cette spécificité d'une sortie ou d'une entrée, hein, peut-être, par rapport aux autres? Là, enfin, si c'est des nouveaux champs, etc., ça on pourra l'ajouter. En fait, il y a deux possibilités. Par exemple, si c'est des nouvelles potentielles sorties sur un champ déjà existant, ça on le gère bien. Si c'est à ajouter des nouveaux champs, j'ai envie de dire, ce sera au cas par cas. Donc, je vais te faire une réponse un peu de normand. Ouais. Mais du coup, ça pourrait effectivement impacter des gens qui n'utilisent pas cette solution, mais qui se retrouvent à devoir modifier leur appel ou leur interprétation de la réponse parce qu'il y a un nouvel acteur qui a changé un peu la façon dont les appels se font. Potentiellement. Mais là, j'ai pas de réponse exacte à te dire parce qu'on n'a pas eu le cas et je sais pas, est-ce qu'on pourrait vraiment avoir, comme je disais, un nouveau fournisseur qui processe très bien la donnée, ça peut arriver et puis ça arrive en fait. Même les fournisseurs, ils évoluent, mais des champs complètement nouveaux, ça arrive un peu moins, mais bon, certainement qu'on verra sur le moment. Oui, non, puis j'imagine qu'effectivement, tu as peu de chance. Une application de traduction, effectivement, c'est un texte d'entrée et texte de sortie, donc il n'y a pas de tant de risque que ça. Pour revenir sur le sujet aussi du no-code, alors de manière aussi peut-être un peu plus macro, il y a, je crois que c'était il y a 2-3 ans, il y a des chercheurs qui avaient... alors, les journalistes avaient transformé l'expérience, mais ils avaient réussi à faire en sorte que 2 IA communiquent entre elles. Alors, les journalistes avaient dit qu'ils avaient créé une nouvelle langue, mais bon, c'était juste en fait un protocole. Elles s'étaient mises d'accord sur un protocole d'échange d'informations, ce qui n'est pas vraiment une nouvelle langue, mais enfin, tu vois l'idée. Est-ce que il y a cette ambition d'arriver comme ça à une IA qui est capable d'automatiquement comprendre et s'adapter à l'interface d'une autre IA et du coup permettre des communications comme ça plus faciles entre... Alors, on n'y est pas encore. Donc, on va dire que cette IA, elle est très manuelle pour le moment. Ouais. C'est vraiment un travail de standardisation. Et de mapping, j'imagine, de champs. De mapping, mapping de champs, essayer de comprendre. Des fois, c'est aussi très humain, discuter avec les fournisseurs eux-mêmes. Mais automatiser ça peut être un beau projet, ça. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Je reviendrai t'en parler si jamais on y arrive. Mais on n'y est pas encore. Dans les projets aussi de no-code, Make, Zapier et autres, leur ambition, c'est aussi de faciliter le passage d'une API à une autre, donc transiter l'information d'une API à une autre. Est-ce que vous aussi, vous avez des espèces de séquences qu'on peut créer qui te font passer une info? Tu vois, par exemple, le cas assez typique, parce que je sais que sur Microsoft, je crois que c'est des API qui sont différentes. C'est la détection de la langue d'un texte pour après lui dire, du coup, tu me le sors en telle langue. Oui. Alors, petite sur cette partie-là, tu as des fournisseurs qui te détectent automatiquement en entrée, ce qui du coup t'économise un call d'API. Ok. Voilà. Donc il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est un truc qu'on est en train aussi d'ajouter sur Danaï. Mais effectivement, tu as l'API qui fait la détection de langue. On a un use case marrant là-dessus avec un utilisateur qui l'utilise sur Discord et qui veut s'assurer que tout le monde parle la même langue. Ok. Voilà. Donc lui, il utilise que l'API de détection de langue. Sinon, t'es ban. Voilà. Ok. C'est bon. On le voyait utiliser que ça. Du coup, on l'a contacté. Il a dit moi, je l'utilise pour ça. Mais bref, c'est un petit aparté. Dans l'idée oui, c'est une fonctionnalité qu'on a appelée Workflow, qui permet effectivement, vu qu'on a créé ce standard-là, nous, la force, c'est que tu peux, si on prend un truc un peu plus compliqué, par exemple, tu peux retranscrire ton audio. Depuis tout à l'heure, on parle de DeepGram, mais tu as plein de fournisseurs, de Google, etc. Mais prenons DeepGram, qui est un fournisseur spécialisé sur la retranscription. Tu peux retranscrire avec DeepGram, traduire avec DeepL, et puis le texte que tu as traduit, tu peux extraire les mots-clés qu'il y a dedans, disons avec IBM par exemple. Ça, effectivement, c'est vu qu'on a fait ce travail de standardisation, notre API, elle a toujours la même tête, et on peut faire ça. Ouais. Ok, canon. Comment est-ce que ces différents acteurs, ils accueillent un acteur comme vous? Tu vois, on imagine que vu les sommes qui sont investies, ils n'ont pas trop envie d'être coquiner, tu vois, d'être si proche d'un autre et que tu puisses switcher aussi facilement d'un acteur à un autre. Alors, en fait, tu as deux mondes. Tu as les gros et les petits.
Les gros, c'est qui? C'est Google, Amazon, Microsoft. Il se trouve qu'on a déjà discuté, alors pour la petite anecdote, nous on fait des articles où ce qui marche bien chez nous le marketing, c'est on compare. En fait. On prend un jeu de données, on compare, ou tiens, quels sont les meilleurs API de... On a fait un article sur analyser l'analyse de sentiments dans un texte. Tu as un avis client, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif? Et là-dessus, on publie un article classiquement, et puis on reçoit un email de Microsoft avec un screenshot qui nous dit les amis, on aimerait bien discuter avec vous parce qu'il se trouve que sur le jeu de données qu'on avait pris, il se débrouillait pas très bien. Okay. Du coup, nous, on a un peu flippé. Et le gars qui nous parlait, c'était quelqu'un aux US qui travaillait sur l'équipe. On avait dit que son produit n'était pas très bon, donc forcément, il réagissait. En fait, non, il a une réaction hyper mature d'un ingénieur. C'est-à-dire, il voulait vraiment savoir comment on avait fait ce benchmark, quelles données on avait pris, etc. Donc, globalement, c'est plutôt des acteurs qui passent leur temps à dire qu'ils ont le meilleur moteur. Donc, forcément, il y a l'occasion de le montrer. Donc, les gros, ils nous laissent faire. Ils nous mettent dans leur programme startup, comme ça, c'est la manière la plus simple pour eux d'échanger. Et pour les petits, par contre, là, qui passent leur journée... Alors, les petits, c'est peut-être péjoratif, mais plus petit Google, pour faire simple. Mais le truc, c'est que les plus petits Google, c'est 99% des boîtes dans le monde, quoi. Exactement. Mais eux, ils sont hyper contents parce qu'ils ont l'occasion, sur une seule plateforme, de dire regardez, notre moteur, il traduit mieux que celui de Google, il retranscrit mieux les audios que celui de Google, il reconnaît mieux... Voilà. Donc, pour les petits, c'est plutôt... ils sont assez contents parce que ça leur permet de mettre en avant leur techno. Pour les gros, et puis, objectivement, pour le moment, on est encore assez petits, donc... Il faudrait voir comment ça va se passer dans plusieurs années, mais on a plutôt des discussions. Ils nous voient comme une manière de se benchmarker, de comparer aux autres, et puis voir comment faire évoluer leurs solutions. Ouais. Est-ce que comme vous avez un petit peu une position de broker, c'est-à-dire au final, on peut t'acheter un truc et toi, tu as un effet de volume qui te permet d'acheter moins cher. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec un seul appel, je traduis un même texte dans la même langue sur 3-4 services, et du coup je récupère les trois résultats et je choisis en fait celui qui est le... Alors, sans que ça me coûte 3 fois plus cher. Ah, c'est là où ça bloque. Nous, parce qu'effectivement, nous, ça va nous coûter... on est broker, donc si tu fais 3 appels, au final, on en fait 3. Donc on est malheureusement obligé de te facturer 3 fois. On a des... Mais la différence, c'est que toi, tu peux avoir des effets de volume qui te permettent en fait de rendre ces 2 autres appels quasi transparent, parce qu'en fait tu en achètes 1000 fois plus chez chacun, et du coup l'appel te coûte moins chez chacun que ce que tu factures. Ouais, alors ça va être compliqué parce qu'au final tu fais 3 appels, donc dans l'idée en fait on facturait moins cher que le fournisseur. Ça c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les fournisseurs peuvent être OK pour que tu sois revendeur. Par contre, si tu commences à vendre moins cher qu'eux, ils vont dire fait non, t'es en train un peu de déjà si tu vends au même prix c'est déjà bien, donc ça va être compliqué de même si effectivement et puis avec la croissance de la boîte on va avoir des bons volumes, mais ça va être compliqué de vendre moins cher. Ne serait-ce que par rapport au contrat et au partenariat qu'on peut avoir avec les entreprises, ce qui fait que si tu décides de faire plusieurs calls, un call qui inclut plusieurs fournisseurs. Et ça, on a le cas avec une entreprise qui l'utilise beaucoup pour de la reconnaissance d'image. Eux, ils sont sur un sujet ultra sensible où ils veulent avoir la prédiction la plus juste. Et du coup, ils n'hésitent pas à faire sur une image et processer en fait par plusieurs fournisseurs. Ils agrègent les résultats, ils les comparent. Mais là, par contre, ils payent effectivement tous les fournisseurs. Ce qui devient presque une IA, en fait, au final, on arrive à comparer des résultats d'IA, ça devient presque une intelligence à part entière, quoi. Complètement, mais après, c'est vraiment pour les entreprises qui veulent avoir un résultat premium. Ça, tu vois, on travaille là-dessus, sur la retranscription d'appels. Tu peux avoir 2 retranscriptions, tu peux essayer de mixer les deux pour avoir la retranscription la plus... il y a tout un... Là, on est vraiment qu'au début. Pour le moment, l'enjeu, depuis 1 an qu'on a lancé le service, c'était d'avoir le standard le plus robuste. Maintenant, on commence à ajouter une petite brique d'intelligence sur de la recommandation, sur de la combinaison, différents moteurs. Du coup, dans ce que tu évoquais, il y a quand même certaines obligations ou devoirs que vous avez vis-à-vis de tous ces partenariats.
Tu parlais notamment des prix tout à l'heure, que tu Oui. peux pas facturer n'importe comment. En- Ça, c'est juste en tant que broker de manière classique, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous imposent Nous, à faire on ou a ne pas faire? Alors déjà, on a un vrai contrat qu'on signe avec les fournisseurs, où en fait on est d'accord sur le prix d'achat et prix de vente. Donc on peut pas vendre à n'importe quel prix, et puis il se trouve que on le voit, il y a beaucoup de fournisseurs qui ils se baladent souvent sur la Danaï, donc pour regarder un peu ce qu'on fait. On a des obligations voilà de pas altérer, on va dire, l'API, on va dire, du fournisseur, pour que l'utilisateur se dise pas tiens, ça marche pas à cause des Danaï, enfin que ça marche pas à cause de nous, alors que t'as compris l'idée. Ouais, je vois l'idée. Ça, on va dire, c'est contractuel. Et de manière plus informelle, c'est plutôt des calls réguliers où tu vois, les fournisseurs vont dire bon, est-ce que vous voyez de la demande, est-ce qu'il y a des choses qu'on couvre pas bien et qu'on pourrait couvrir. Tu vois, j'ai en tête le parsing de documents. Le parsing de documents, c'est tout ce qui va concerner j'analyse de la facture, de la suite, etc. Et nous, de temps en temps, on va avoir des demandes particulières. Tiens, est-ce que vous pouvez me parser tel formulaire d'impôt, des choses comme ça. Donc nous, on note et puis on remonte au fournisseur, parce que c'est aussi dans notre intérêt de pouvoir couvrir les besoins des utilisateurs à la fin. Et tu remontes à tous les fournisseurs concernés par le... Alors, oui, on fait une sorte de mailing. Il se trouve, alors là, c'est plutôt, même si on est entre dev, il y a le caractère très humain. Au final, c'est un bonhomme avec qui tu parles. C'est souvent le head of product, tu vois, qui gère le développement du produit. Si le gars il est agréable et que tu as envie de discuter avec lui, moi il y a des calls, il y a des fournisseurs que j'aime bien humainement. Bon, je les citerai pas, ils se reconnaîtront, mais qui sont en France ou aux US. Il y en a où c'est très commercial, où il y en a, c'est un peu plus sympa. Du coup, avec tous ces acteurs qui apparaissent de tous les côtés, donc ça fait 1 an que vous baignez dedans de manière assez intensive. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme grande tendance de l'IA se dégager en 2022, et qu'est-ce que tu prédirais pour 2023? Alors, nous, le truc, c'est qu'on est, comme je te disais au début, c'est qu'on est vraiment sur de l'IA pratique. Donc vraiment, qu'est-ce qu'un développeur va mettre en production, et je vois quand même un décalage pour le moment. Enfin, il y a entre toutes les innovations qu'on voit, donc on parlait de ChatGPT et tout, est-ce que les entreprises vont vraiment utiliser au quotidien? Donc, déjà globalement, je vois que ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont de plus en plus recours à ce type de service, parce que c'est moins cher, ça marche bien. Après, bon, des fois, ça traduit pas bien, ça retranscrit pas bien les podcasts sur les termes techniques, mais globalement ça marche assez bien. Donc, on le voit, une augmentation de la demande. Et puis, tu vas avoir surtout des fois des moteurs très niches qui se développent. Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué, on a discuté avec un fournisseur qui est sud-coréen, qui fait de la noise recognition. C'est-à-dire qu'il reconnaît, si je fais un bruit de verre comme ça, il va le reconnaître. Et ça permet en sécurité, par exemple, de détecter s'il y a un départ d'incendie, des choses comme ça. Et, Ah oui, c'est vraiment niche, quoi. Ouais, c'est ultra niche. Voilà, du coup, nous, on a de quoi assez rigolo, avec des fournisseurs qui te proposent des choses assez précises. Parce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez quand même des providers qui viennent vous demander d'être complètement listés. Ah oui. Au départ, ça s'est vraiment inversé. Là, on a des... Surtout, c'est toujours à peu près le même schéma, c'est-à-dire que nous, on a une communication, on va comparer des moteurs. Puis tu vas voir le fournisseur dire les amis, tiens, vous m'avez oublié sur la liste. C'est là, on discute et on fait des tests, on s'assure que l'API elle marche bien. Voilà. Donc, non, on a beaucoup de demandes de fournisseurs sur certains technos. Donc, oui, il y a un développement et puis aussi des API assez niches. Après, nous, souvent la question, est-ce qu'on les intègre ou pas, ce qui va y avoir marché. Mais voilà. Ok. Il y a aussi, j'imagine, pour certains gros acteurs, ils vont mettre certaines conditions d'utilisation de leur API. Je sais pas, je prends un exemple tout bête, un truc de reconnaissance de visage, où tu n'es peut-être pas censé l'utiliser sur des fichiers pornographiques ou ce genre de choses. Comment est-ce que vous faites est-ce que vous transposez cette responsabilité, ou est-ce que toi tu fais... Parce que j'imagine que si tu as quelqu'un qui s'inscrit chez toi et qui fait ce genre d'usage interdit,
c'est tout ton accès à toi qui se retrouve bloqué. Tu vois, comment est-ce que tu fais ce transfert de responsabilité? Alors, techniquement, pour le moment, on n'est pas en capacité parce qu'on on traite pas la donnée. Donc, on peut rien faire techniquement là-dessus. Mais c'est plutôt juridique. Sur nos clauses d'utilisation, après, pour ceux qui veulent bien aller les lire sur notre site, on dit qu'il faut respecter aussi les termes de nos fournisseurs. Ok, donc c'est un transfert juridique bête et méchant. Mais on pourrait pas aller dans ce détail-là, pré-processer la donnée pour dire si c'est ok ou pas. Ça, on peut pas le faire. Vous pourriez avoir un service d'IA à disposition qui te permet de te dire le... Et du coup, qu'on pourrait commercialiser. Parce que alors, l'exemple que tu cites, c'est une vraie API, c'est l'Explicit Content Detection, qui va te permettre de détecter aussi le contenu violent. Du coup, c'est un vrai service qui est disponible sur les données qu'on facture. Et nous, on a une position où on ne va pas développer nos promoteurs. Pour une raison déjà très pragmatique, c'est que on voit ce qui se fait sur le marché et franchement, aller en frontal contre Google, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour des fois des fournisseurs qui y vont. Et puis aussi, de manière plus pratique, ça nous mettrait dans une situation où on est à la fois juge et partie, entre guillemets, où on serait revendeur et puis on aurait notre propre solution. Et ça on peut pas le faire. Et je pense le jour où on le ferait, que certains fournisseurs partiraient en nous disant vous allez avoir tendance à plutôt pousser votre service que le nôtre. En même temps, c'est ce que Google fait depuis des années, de pousser ses services plutôt que ceux des autres. Alors, on en reparlera le jour où on aura la taille de Google. Oui. Mais pour le moment, on le fait pas. Ouais. Alors du coup, tu nous disais que t'as pas non plus envie de le faire parce que tu vois ce que les autres font et tu te dis qu'en fait, c'est peine perdue. Donc moi, en ce moment, je suis subjugué par OpenAI et leur chatbot qui est absolument ouf. C'est quoi pour toi l'IA la plus gueudin que tu aies vu en 2022 où tu te dis vraiment, putain, là, ils ont vraiment réussi à faire un truc de ouf? Ouais, je pense que je vais te suivre, ça va être OpenAI. Ouais. Et des DALL-E ou leur chatbot, tu vois, c'est... Ouais, alors, j'ai testé les deux, je suis plus impressionné quand même par le chatbot. Ouais. Honnêtement, plus que DALL-E, j'ai fait joujou. Alors, je me suis amusé à faire un truc. C'est que je suis allé à un concert avec des amis. Et on a demandé à quelqu'un de nous prendre en photo. Et elle a juste pris la photo de moitié d'un ami. Du coup, il était un peu triste. Puis on a pris en photo avec le chanteur, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à DALL-E de compléter la photo. Ça, c'est marrant. Donc voilà, je partage avec vous un use case. Et ton ami s'est reconnu quand même dans la photo ou... À peu près. Enfin, vu qu'il y a l'autre moitié, oui. Mais ça marche. Enfin, c'est surtout rigolo. Ouais. Donc on dit, regarde. Voilà. Mais honnêtement, là où je suis vraiment impressionné, je me dis, comment ils ont fait ça, c'est GPT, le chat. Ouais, c'est effectivement... Là, j'ai même pas idée de... Enfin, si, ils partagent quelques stats sur le nombre de paramètres, la profondeur, mais là c'est une autre dimension. Moi, je suis en train de terminer un petit POC que je diffuserai, je pense d'ailleurs, avec ton épisode, où j'utilise DALL-E et le chatbot d'OpenAI. En fait, l'idée, c'est que tu remplis un formulaire où tu dis, je veux faire une presse sur tel sujet, donc tu mets ce que tu veux, la physique quantique, chocolatine ou pas en chocolat, tu mets ce que tu veux. Tu mets le nombre de slides que tu veux, et tu mets le style des illustrations que tu veux. Et je te génère effectivement une presse de X slides sur le sujet que tu veux. Et donc tu as une illustration par slide, un titre par slide, et un peu mon rêve, ce serait que tu arrives à faire des présentations en style TEDx, tu vois. Et tu as en commentaire de chaque slide ce que tu dois dire à l'oral pour illustrer le propos. Tu récupères le texte de ChatGPT pour l'injecter sur DALL-E pour avoir les images. Ok. Ouais. C'est marrant ça. Et tout ça, je le fais avec Make et Google Slides. Et du coup, l'idée, c'est... Alors, pour le moment, c'est très moche. J'ai fait des premiers tests. Ça fait saigner les yeux un petit peu. Mais c'est assez ouf quand même de se dire qu'on arrive à faire des trucs pareils, quoi. Je suis d'accord. C'est quoi, du coup, pour toi, la suite en 2023 sur les... Ou même plus loin, tu vois, toi qui baignes dans l'IA aujourd'hui, pour toi, est-ce que demain, les êtres humains sont inutiles? Est-ce qu'on va juste du coup se détendre au bord de la plage? C'est quoi la suite pour l'IA? Ouais, c'est une super question avec laquelle concrètement, effectivement, t'as beaucoup, enfin, plus on le voit, nous, chez nos utilisateurs, c'est je prends une brique d'IA pour automatiser un process qui souvent était fait manuellement.
prends un exemple, on vient d'ajouter le parsing de CV. Donc tu envoies un CV, bon, t'imagines bien que c'était les ressources humaines qui regardaient CV, récupéraient prénom, nom, voilà. Et donc globalement, on est en train de transférer plein de tâches du tertiaire, du service, qui sont faits. Voilà. De là, tout ce temps qu'on économise, comment c'est fait, c'est plus une question, j'ai envie de dire, politique, philosophique. On voit qu'il existe, ce temps économisé. On va pas se mentir, il y a plein de tâches qui sont en train de d'être de plus en plus automatisées. Il y a toujours un peu cette histoire de oui, mais on crée des nouveaux emplois, mais le ratio est juste pas le même. Ok, tu as besoin de data scientist ou d'experts en IA pour développer ces modèles, mais bon, derrière, tu fous ça sur un serveur. Ok, tu vas avoir une facture d'énergie derrière associée, mais... Et puis il y a aussi le débat comme quoi tu ouvres effectivement un poste de data scientist, mais tu as supprimé peut-être derrière 5 postes de chargé de recrutement qui ne peuvent pas devenir data scientist. En fait, c'est pas le même métier, quoi. Ouais. Et là-dessus, je vais être assez humble et modeste, je sais pas. Je me pose la question, on le voit. Ouais. Puis des fois, c'est assez brutal. Hein. Tu as des utilisateurs... moi, ça m'a marqué... alors, pour l'histoire, juste pour le contexte. Donc moi, avant de lancer sur le service, on faisait de la prestation de service avec mon associé, avant de lancer la plateforme Edenai. Puis j'ai un rendez-vous où tu arrives à un rendez-vous et le bonhomme t'explique, le client, tiens, j'ai 30% de ma masse salariale à supprimer. Et moi, on a lancé la boîte en sortie d'école, donc j'étais encore un peu jeune et naïf, on va dire. Et voilà, tu dis, ok, bon, on en est là, quoi. Et là-dessus, j'ai pas de réponse. Ouais, je vois. Alors si, attends, j'avais une question derrière. Disons, j'oublie toutes mes questions ce soir. C'était sur l'avenir des IA. Oui, je le disais en intro, on a rêvé pendant longtemps des IA généralistes. Je me souviens, il y a à peu près 6-7 ans, on était persuadé que la voiture autonome occuperait les routes dans moins de 10 ans. On voit aujourd'hui qu'en fait, on en est très loin. Il y a ce fameux, pas dernier kilomètre, mais tu vois, il y a un peu cette... Il y a un truc qui nous manque pour réussir à vraiment passer à l'échelle. Est-ce que du coup, on se dirige vers un monde avec plein d'IA très spécialisées, très techniques, difficiles du coup à intégrer, mais qui sont, je sais pas, tu vois, une IA pour gérer les entrepôts, une IA pour gérer la livraison, une IA pour... donc des trucs vraiment très spécifiques. Ou est-ce qu'il y a un moment où on va réussir à... Tu vois, quand tu vois un OpenAI, est-ce qu'on va réussir à enclencher un truc qui va nous permettre soit de les faire communiquer entre elles, via un service comme Edenai, du coup d'avoir un truc généraliste parce qu'en fait on arrive à les faire parler entre elles, ou est-ce que avec la connaissance que toi t'en as, pour toi c'est un rêve qui est inaccessible, cette IA généraliste? Non, déjà ça dépend ce que tu entends dans le futur. Moi mon horizon de temps il est de 3-4 ans, pas plus. Ok. Voilà. Après c'est difficile c'est compliqué. Là ce qu'on voit c'est qu'effectivement ce qui est vraiment utilisé c'est des IA qui sont hyper entraînées sur telle tâche, tel format de données. Après, honnêtement, pour avoir vu ce que fait ChatGPT, je commence à me poser 2-3 questions. Mais on va dire sur les 3-4 prochaines années, je pense qu'on restera sur ce modèle-là avec des IA hyper entraînés sur des tâches qui, effectivement, en cumulé, vont répondre à plein de besoins. Mais une sorte d'IA qui va une sorte de endpoint d'API d'IA qui te fait un peu tout, ça pour le moment, j'y crois pas. Pas tout de suite en tout cas. Canon. Merci beaucoup Ta pour cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour toi. La première, est-ce qu'il y a un contenu, une ressource, un livre, un film, une série, quelque chose que tu aimerais recommander à tous les auditeurs? Ça peut être tech ou non tech, vraiment comme tu veux. En non tech, moi je suis un très très grand fan d'une chaîne YouTube qui est la chaîne de Arte. Voilà. Ok. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Je regarde pratiquement toutes leurs vidéos. C'est un contenu incroyable. Et ce serait quoi ton émission préférée d'Arte? Ah, tout. Il y a des trucs sur l'histoire, moi, je trouve que c'est incroyable le niveau qu'on a pour... tu vois, Arte, c'était un peu vieillot quand j'étais petit. Puis maintenant, voilà, c'est ma petite reco. Ok. Reco, c'est la chaîne YouTube d'Arte. Ouais. Non, mais c'est une belle reco. C'est aussi, moi aussi, une chaîne qui me paraissait un petit peu vieillotte. Je l'ai redécouvert il y a pas très longtemps. Effectivement, il y a du contenu impressionnant à voir dessus. Et dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Plutôt espace. Merci beaucoup, Tara. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast.
Voilà, c'était un podcast où on a parlé d'IA, mais c'était 2 êtres humains qui ont eu cette discussion. C'est peut-être la dernière fois que 2 humains auront cette discussion. Peut-être que la prochaine fois, on fera juste parler les IA d'OpenAI ensemble. Donc voilà, je vous invite à aller utiliser DNAI, à aller creuser un peu ce chat d'OpenAI, parce que c'est absolument godin. Ça va transformer le monde. L'IA va changer le monde, et je pense que les gens ne s'en rendent pas encore suffisamment compte à quel point ça va changer le monde. Peut-être que toi, t'es un peu plus pessimiste que nous, toi qui baigne dedans. Bon, pas pessimiste, hein. Je suis plus, on va dire, assez techniquement époustouflé par certaines prouesses. Nous, on est vraiment très ingénieurs, donc on est un peu dans... tu vois, on aime bien quand ça marche bien, que ça des données. Des fois, on n'a pas cette vision plus, on va dire, plus sociétale de l'IA, et là-dessus, je pense que ce serait intéressant que peut-être que tu invites des gens qui sont plus sur ce sujet-là. Ouais, on a eu pas mal d'épisodes déjà sur quelques IA effectivement assez impressionnantes. Donc voilà, peut-être, en tout cas, merci beaucoup. Peut-être qu'un jour on arrivera à une IA qui nous donnera effectivement la réponse 42. Ce sera peut-être l'espèce de boucle ultime. On aura tout fini. On aura tout fini, voilà. Merci à tous de vos écoutes. Merci à tous de vos partages de ce podcast. Voilà, on enregistre. Vous allez écouter ce podcast en début d'année, donc je vous souhaite une très bonne année 2023. Nous, on est encore en 2022 avec Taha. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.